Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans cet épisode spécial de Techniquement ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Le 14 mars est en effet célébré un nombre dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le nombre pi. Mais pourquoi célébrer ce nombre? Les mathématiciens sont-ils tombés sur la tête? Oui et non. Non pour commencer parce que ce nombre est absolument fascinant. Il a en effet tendance à apparaître dans des domaines qui n'ont à première vue aucun rapport avec son origine, comme les statistiques en faisant tomber des aiguilles sur un parquet, ou encore dans la beauté fractale des itérations de l'ensemble de Mendelbrot, ou bien dans les collisions entre deux masses. Oui ensuite parce qu'il est vrai que pour aller acheter votre pain, le nombre pi n'a pas réellement d'importance. Quoique, je pense qu'en cherchant bien, on doit pouvoir réussir à trouver sa trace même dans une simple baguette. Cette fâcheuse habitude d'apparaître de manière imprévue pousse même certains complotistes et adeptes de pseudosciences à vouloir le faire apparaître n'importe où sans aucune raison ni aucune preuve. Ensuite, pourquoi choisir cette date du 14 mars pour fêter pi? La faute en revient aux mathématiciens américains. En effet, les dates aux États-Unis sont notées selon la convention mois-jour, tandis que chez nous elles sont notées jour-mois. Le 14 mars, que l'on représente donc par 14-3 chez nous, est donc écrit 3-14 aux États-Unis. Or justement, pi vaut approximativement 3-14. C'est pour cette raison que la date du 14 mars a été choisie. Pour rendre cet événement un peu plus ludique et faire adhérer les personnes n'ayant pas forcément une grande attirance pour les mathématiques, il est de coutume de préparer et de manger tout au long de la journée différentes tartes qui en anglais se disent pie et se prononcent exactement dans la langue de Shakespeare comme le fameux nombre. Mais ce nombre, que représente-t-il? D'où vient-il? Quels sont ses réseaux? Quel est son plan pour dominer le monde? Et surtout, est-il de la même famille que la pistache? Pi est un nombre qui est directement relié à une figure géométrique assez banale au premier abord, le cercle. Très tôt, les mathématiciens ont essayé de calculer le périmètre d'un cercle, c'est-à-dire la longueur de son contour. C'est justement son lien avec le périmètre qui donnera à ce nombre le nom de la lettre grecque pi, qui est la première lettre du mot grec périmétros, signifiant la mesure du contour en grec. Et assez vite, il est apparu que le périmètre d'un cercle était lié à son diamètre. Quel que soit le cercle dessiné, le périmètre du cercle était toujours environ 3 fois plus grand que son diamètre. C'est de là que vient la définition même du nombre pi, puisqu'il est égal au rapport entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. Mais si aujourd'hui n'importe quelle personne vous répondra facilement que pi est égal à 3,14, c'est en fait faux. Il a été prouvé depuis que pi avait une quantité infinie de décimales. Si ce fait n'était de toute évidence pas connu dans l'Antiquité, la volonté de connaître le plus précisément possible la valeur du nombre pi a conduit au cours de l'histoire de nombreuses personnes à inventer des trésors d'ingéniosité pour s'approcher au plus près de ce nombre. Je vous propose donc de voir ensemble comment pi a été calculé au cours de l'histoire, mais également comment nous n'avons cessé de connaître toujours plus de décimales de pi au fil des siècles. Il n'existait dans l'Antiquité pas de notion de nombre décimal comme on l'utilise aujourd'hui. Pi était donc considéré comme étant plus grand que 3, mais pas égal à 4. Le moyen le plus pratique pour écrire un tel nombre est donc de recourir à une fraction pour approximer cette quantité. L'une des plus vieilles traces du nombre pi connu est une approximation sous forme de fraction dans un document mathématique nommé le papyrus Rhind, daté de 1600 avant notre ère et découvert en Égypte au 19e siècle. Ce papyrus traite d'un problème d'approximation de l'aire d'un disque. Cependant, le scribe Hamès l'ayant rédigé annonce que son papyrus est une copie de texte plus ancien. Et la valeur utilisée est la fraction 256 sur 81, valant à peu près 3,16. Cette valeur n'est pas très éloignée de celle que l'on connaît de 3,14, mais elle lui est légèrement supérieure. Le nombre pi peut également être trouvé dans des livres qui n'ont strictement aucun rapport avec les mathématiques. Il est en effet possible, en faisant attention, de trouver une trace de pi cachée dans la Bible. Plus précisément dans le premier livre des rois, chapitre 7 verset 23, écrit vers 586 avant notre ère, où il est question d'une sorte de bol en bronze dans le palais du roi Salomon. Alors oui, à première vue ce texte ne semble pas avoir de rapport du tout avec le nombre pi. Mais justement, si l'on y prête attention, ce texte indique que l'offrande est un grand bol faisant 10 coudées de diamètre et 30 coudées de contour. Alors la coudée, c'est une ancienne mesure de longueur qui correspond à la distance entre le coude et le bout des doigts, mais qui n'est plus utilisée de nos jours. Mais ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est réellement important en revanche, c'est de remarquer que l'on a un objet circulaire dont le périmètre fait 30 coudées avec un diamètre de 10 coudées. On peut donc calculer une valeur approchée de pi comme étant 30 divisé par 10, c'est-à-dire 3. Cette valeur n'est toujours pas vraiment égale à pi et est même plus éloignée que celle du papyrus de Rhind de la réelle valeur du nombre. Mais bon, dans un livre religieux, la valeur de pi n'est pas la priorité et il semble normal que la précision soit plus faible que dans un ouvrage mathématique. Mais toutes ces approximations ne reposent pas réellement sur des démonstrations solides. Il faudra attendre le IIIe siècle avant notre ère pour que le mathématicien et philosophe grec Archimède ne propose une méthode rigoureuse pour calculer pi. Archimède commence tout d'abord par tracer un cercle. Puis, à l'intérieur de ce cercle, il va tracer un polygone régulier inscrit et le même polygone régulier circonscrit au cercle à l'extérieur.
Gardons en mémoire la définition de pi comme étant le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre. De par sa construction, Archimède sait que le périmètre du polygone inscrit est inférieur au périmètre du cercle, qui lui-même est inférieur au périmètre du polygone circonscrit. Or, les périmètres des polygones réguliers sont facilement calculables. Il ne reste alors plus qu'à diviser le tout par le diamètre du cercle pour trouver un encadrement du nombre pi. Archimède trouvera donc un encadrement de pi compris entre 223 sur 71 et 22 sur 7. Ces valeurs sont une bien meilleure approximation que la valeur trouvée dans le papyrus Rhind, mais auront nécessité quand même à Archimède de calculer le périmètre de polygones à 96 côtés. Au 5e siècle de notre ère, le mathématicien chinois Zhu Chongzi calculera le périmètre de polygone à 24 576 côtés pour trouver une approximation de pi égale à 355 sur 71. Cette approximation est précise jusqu'à 5 décimales et sera dépassée par un autre encadrement réalisé par le même Chongzi ayant une précision de 7 décimales. Pendant plus d'un millénaire, ces approximations seront les plus précises connues et seront utilisées jusqu'en Europe. Mais c'est en s'éloignant de la géométrie qui est son domaine de naissance que nos connaissances sur le nombre pi vont rapidement progresser. Au XIVe siècle, le mathématicien indien Madhava va découvrir une formule permettant de calculer le nombre pi. Il trouve en effet que la formule 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième, etc. jusqu'à l'infini est égale exactement au nombre pi sur 4. Il va alors utiliser cette formule pour calculer 11 décimales de pi. Puis le nombre de décimales de pi connues va augmenter au rythme des formules permettant de les calculer. Au XIXe siècle, le mathématicien amateur anglais William Shanks publie après 20 longues années de calcul 707 décimales de pi. Puis, les machines vont venir se greffer à la course aux décimales et provoquer une nouvelle révolution. Par machine, j'entends bien sûr ordinateur et calculatrice. Même si les tout premiers modèles avaient des capacités ridiculement petites par rapport à nos standards actuels, il n'en restait pas moins des outils beaucoup plus efficaces et rapides que le cerveau humain pour faire des calculs. Et c'est justement grâce à une calculatrice en 1944 que les décimales calculées par William Shanks vont être vérifiées et que l'on remarquera que ce dernier n'avait que 527 décimales de correct. Avec l'augmentation rapide de la puissance de calcul des ordinateurs, on connaîtra alors une escalade dans la course aux décimales de pi. En 1962, le mathématicien américain Daniel Shanks, n'ayant aucun rapport avec le précédent, et son équipe calculent sur un ordinateur IBM 7094 100 265 décimales de pi. Puis la surenchère continue. En 1989, les frères Chudnovsky, américano-ukrainiens, calculent grâce à un ordinateur IBM 3090 480 millions de décimales. Ils ne cesseront par la suite de battre leur propre record jusqu'à atteindre en 1994 plus de 4 milliards de décimales de pi. En 1999, le japonais Yasumasa Kanada, concurrent direct des frères Chudnovsky, va avec son équipe de l'université de Tokyo calculer sur un superordinateur Hitachi SR8000 206 milliards de décimales de pi. Quelques années plus tard, en 2003, il battra à nouveau son record en atteignant cette fois-ci 1241 milliards de décimales de pi. Par la suite, les records s'enchaîneront à une vitesse frénétique avec les supercalculateurs fabriqués. Fin 2009, le français Fabrice Bellard atteint 2700 milliards de décimales de pi. En 2010, Shigeru Kondo place la barre à 5000 milliards de décimales. En 2011, le même Kondo double son record précédent en atteignant 10 000 milliards de décimales. En 2013, Kondo, encore une fois, bat son propre record à 12 milliards de décimales, mais est obligé d'arrêter les calculs en cours, car les disques durs sont tous remplis et ne peuvent plus contenir les nouvelles décimales calculées. Il faut reconnaître là quand même que c'est un peu idiot de s'arrêter comme ça. En 2014, Sondon Nash Van Ness, sous le pseudonyme de Ukuanshi, arrive à atteindre 13 300 milliards de décimales de pi. Enfin, le dernier record en date de 2016 où Peter Trube écrase le record avec 22 459 milliards de décimales. Mais on est alors en droit de se poser une question. Où est l'intérêt de calculer autant de décimales de pi ? D'un point de vue purement utilitaire par rapport au nombre pi lui-même, il n'y a en réalité strictement aucun intérêt à connaître autant de décimales. D'un point de vue humain non plus, puisqu'il faudrait plus de 70 000 ans à une personne normalement constituée pour lire toutes les décimales actuellement connues sans faire de pause. Pire encore, la valeur 3,14 est une très bonne approximation pour la plupart des calculs courants, et connaître plus de 10 décimales ne présente strictement aucun intérêt pratique. Mais alors, pourquoi la course aux décimales continue-t-elle à se faire ? On peut déjà parler de soif de connaissance. En effet, on ne recherche pas quelque chose uniquement pour son utilité. Mais vous vous en doutez bien sûr, ce n'est pas la raison principale. Car en effet, les supercalculateurs ont un coût non négligeable, de même que les équipes qui travaillent à la conception des programmes tournant dessus.
Ce qui motive avant tout ces équipes et les sociétés fabriquant les processeurs utilisés, c'est la renommée. Pour les équipes, réussir à battre le record, c'est s'assurer une renommée leur permettant d'obtenir plus de financement pour d'autres recherches. Pour les sociétés ayant fourni les supercalculateurs, la renommée de leurs processeurs va permettre de les vendre plus facilement grâce à la publicité ainsi créée. Mais ces calculs à répétition faits de très nombreuses fois sur les processeurs présentent néanmoins un avantage caché, celui de tester les éventuelles erreurs dans le design des processeurs. Une sorte de crash test de processeurs pour s'assurer que la conception a été bien finalisée. Pour comprendre cela, il faut remonter à la préhistoire des ordinateurs en 1994. À l'époque, le professeur Thomas Nicely travaillait sur la constante de Brune et découvre par ses calculs que les processeurs Intel Pentium sortis la même année renvoient des calculs erronés lors de certaines divisions. Si ces erreurs de calcul sont simplement embêtants pour des mathématiciens, ils présentent néanmoins un danger capital si ces processeurs équipent des avions comme c'était le cas pour le processeur Pentium. Or, pour calculer pi, les processeurs passent leur temps à faire tout type de calcul possible, et la moindre erreur de conception entraîne indubitablement une erreur dans le calcul des décimales de pi. En comparant les décimales obtenues par rapport aux dizaines de milliers de milliards déjà connus, on s'assure ainsi que le processeur ne fait pas de faute de calcul. Ces records continueront donc à être battus, et nos connaissances sur les décimales de pi continuera à s'accroître régulièrement, jusqu'à ce que la prochaine révolution mathématique ou technologique ne vienne, comme par le passé, nous faire un énorme bond en avant. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode spécial, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié ou me proposer des sujets à traiter. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.